Je n'ai pas quitté Paris pour voyager. J'ai fui pour respirer. Une rupture, une famille qui me tournait le dos et ce vide qui me rongeait. Puis, sur un quai noyé de pluie, un inconnu m'a croisé du regard. En une seconde, il a brisé ma fuite et m'a offert bien plus qu'un simple abri. Je n'ai pas quitté Paris pour voyager. J'ai fui pour respirer. Tout s'était refermé sur moi. Une rupture qui m'avait laissé vidé. Une famille qui m'évitait depuis que j'avais cessé de cacher qui j'étais. Et cette impression constante de marcher dans une vie qui n'était pas la mienne. J'ai pris un billet sans destination précise. Je voulais seulement mettre des kilomètres entre moi et tout ce qui m'étouffait. Après des heures de train, je suis descendu dans une petite gare bretonne. Il pleuvait à verse. Les quais étaient presque déserts. J'avançais la tête baissée quand un regard m'a stoppé. Un inconnu se tenait sous un abri métallique, trempé mais immobile. Ses yeux se sont accrochés aux miens comme s'il venait de reconnaître une douleur familière. Sans un mot, il a déplacé son sac pour me faire de la place. J'ai accepté, surpris de mon propre geste. « Vous allez vers Quimper ? Peut-être » ai-je répondu, sans même savoir où j'allais. Nous avons pris le même train. Le silence entre nous n'était pas lourd. Il avait quelque chose d'apaisant, presque nécessaire. Il m'a dit qu'il s'appelait Elias, venir de New York et voyager en Europe depuis plusieurs mois après avoir quitté un emploi qui l'absorbait tout entier. Il m'a demandé si moi aussi je fuyais quelque chose. J'ai esquivé la réponse. À mesure que le train avalait les kilomètres, je me suis surpris à respirer plus facilement. Le soir, il ne restait qu'une chambre libre dans l'auberge. Nous l'avons partagée. Dans la pénombre, j'écoutais sa respiration régulière. C'était étrange de se sentir en sécurité auprès d'un inconnu. Les jours suivants, nous avons exploré des sentiers côtiers, des villages hors des cartes touristiques. Nous avons mangé sur le sable humide, bu un cidre trop sucré, dans un bar vide, ri de choses banales. Pourtant, chaque soir, au moment de nous séparer, un vide se creusait, comme si quelque chose restait suspendu. Le 4e jour, la pluie est revenue. Nous avons marché malgré la boue. Sur un chemin glissant, j'ai perdu l'équilibre. Elias m'a rattrapé, mais sa main n'a pas quitté la mienne. Son regard, fixe, m'a figé. J'ai détourné les yeux, incapable d'affronter ce qui vibrait dans cet instant. Cette nuit-là, son absence dans la chambre m'a pesé. Je l'entendais rire avec d'autres voyageurs et chaque éclat résonnait comme une distance supplémentaire entre nous. Je voulais qu'il revienne, qu'il dise quelque chose, qu'il brise cette tension qui me brûlait. Il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, il a annoncé qu'il partait pour le sud. Sa voix était calme, comme s'il parlait d'une évidence. « Tu viens ? Je ne sais pas, ai-je menti. La vérité, c'est que j'en avais envie, mais que j'en étais incapable. Il est parti sans étreinte, juste un regard qui m'a transpercé. Je suis resté debout longtemps sous la pluie, incapable de savoir si je regrettais plus son départ ou ma lâcheté. Elias n'était pas le problème, il était le miroir. Il me montrait que je pouvais encore ressentir, que j'avais simplement peur de ce que cela pouvait déclencher. Les jours suivants, je me suis forcé à continuer seul. Mais chaque coin de rue, chaque odeur de sel et de pluie me ramenait à lui. Puis, un soir à l'auberge, j'ai entendu par hasard un voyageur parler de lui. Il est à Lorient. Avec quelqu'un, je crois, mon estomac s'est noué. Je ne savais pas si c'était de la jalousie ou la peur d'avoir déjà perdu quelque chose qui n'avait pas commencé. Le lendemain, j'ai pris un bus pour Lorient. Je me répétais que c'était pour moi, pour fermer une porte restée ouverte. Mais au fond, je savais que je cherchais un signe. Je l'ai trouvé sur une place animée, au milieu d'un marché. Il était là, un sac sur l'épaule, et c'est lui qui m'a vu le premier. « Julien, je pensais que tu étais resté en Bretagne. J'ai changé d'avis. Nous avons marché ensemble toute l'après-midi. Mais ce n'était plus comme avant. Quelque chose avait glissé entre nous. Au crépuscule, dans une ruelle éclairée par des lampes anciennes, il m'a demandé « Pourquoi es-tu venu ?» Parce que je ne voulais pas rester avec la question de ce que nous étions. Il a hoché la tête, puis a avoué « Moi aussi j'ai eu peur, peur de ce que ça pouvait devenir. Et maintenant, je ne veux plus faire semblant. » Ces mots étaient sincères, mais portaient encore un doute que je n'arrivais pas à nommer. Nous sommes rentrés ensemble, mais pas dans la même chambre. Et pour la première fois, je me suis demandé si ce que je ressentais était vraiment réciproque. J'avais cru que le revoir calmerait tout. Mais à mesure que nous marchions côte à côte, je comprenais que quelque chose s'était déjà fissuré. Nous étions restés ensemble à Lorient, après cette rencontre inattendue. L'air marin semblait adoucir nos silences, mais en réalité, il se faisait le plus lourd. Chaque regard échangé était à la fois familier et distant, comme si nous parlions une langue que nous avions presque oubliée. Le lendemain, il proposa de rejoindre une petite ville de la côte. Nous avons pris un bus bondé, assis l'un à côté de l'autre, sans trouver quoi dire qui ne paraisse forcé. En arrivant, l'auberge n'avait qu'une chambre disponible. 2 lits, rapprochés par l'étroitesse des murs. Je me persuadais que ce n'était qu'un détail. Pourtant, cette proximité changeait tout. Il sortit acheter quelque chose à boire. Sa sacoche resta posée sur la table, entr'ouverte. Je voulais seulement récupérer le chargeur qu'il m'avait prêté.
Ma main tomba sur une feuille pliée en 4, glissée dans une poche latérale. L'écriture était fine, appliquée. Merci pour ces jours, j'espère que tu m'écriras. Ah. Je restais immobile, le papier dans les doigts. Ce n'était pas une note banale qu'on oublie. Elle avait été gardée avec soin, protégée, pliée plusieurs fois. Une vague froide remonta le long de ma nuque. Pourquoi la garder? Et qui était A? Quand Elias revint, je ne dis rien. Nous avons partagé un repas dans une salle commune animée, mais j'entendais à peine les bruits autour. La note occupait tout l'espace dans ma tête. Plus tard, dans la chambre, je la posai sur la table entre nous. Je ne cherchais rien, je suis tombé dessus. Explique-moi. Il baissa les yeux, comme s'il savait déjà ce que je ressentais. C'était avant toi. Une rencontre rapide, quelques heures, rien qui compte. Alors pourquoi la garder? Parce que parfois je garde des traces, pas pour les revivre, juste pour ne pas oublier que c'est arrivé. Ces mots me heurtèrent plus que je ne voulais l'admettre. Je ne suis pas un souvenir de plus, Elias. Je ne t'ai jamais vu ainsi, mais je ne sais pas encore quoi faire de nous. Cette phrase tomba comme une pierre. Je sentis un mélange de colère et de tristesse. J'étais revenu vers lui pour combler une distance, et je découvrais qu'il hésitait encore à franchir le pas. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, je sortis m'asseoir dans la cour. L'air était frais, le silence presque total. Elias finit par me rejoindre. « Tu n'as pas idée de ce que tu représentes pour moi, dit-il doucement. Mais je ne sais pas aimer sans traîner mes ombres. Et moi, je ne peux pas attendre que tu décides si je mérite une place. » Nos regards se croisèrent, lourds de ce qu'aucun de nous ne savait réparer. Nous restâmes ainsi, sans geste, sans promesse. Le matin, il était parti. Sur son lit, un morceau de papier m'attendait. Une seule phrase. « Quand je serai prêt, si tu veux encore, je reviendrai. » Je relus ces mots plusieurs fois, incapable de savoir si c'était une porte entr'ouverte ou un adieu déguisé. On croit que le plus difficile, c'est d'accepter la perte. Mais parfois, c'est de comprendre ce qu'elle réveille en nous. Après son départ, j'ai erré plusieurs heures dans les rues, sans but précis. La pluie avait cessé, mais tout semblait aussi lourd qu'avant. À l'auberge, je n'ai parlé à personne, ni aux voyageurs qui partageaient ma chambre, ni à ma famille qui ignorait toujours où je me trouvais. J'ai glissé son mot dans ma poche, non pour l'espérer, mais parce qu'il m'était impossible de le jeter. Comme si l'abandonner signifiait effacer quelque chose qui avait compté, même si ça faisait mal. Le lendemain, j'ai quitté la ville. Chaque coin de rue, chaque odeur d'embrun portait son empreinte. J'avais besoin d'un lieu où rien ne me parlerait de lui. Après plusieurs trajets, je suis arrivé dans un petit village côtier, presque isolé, où le vent semblait balayer tout souvenir. Là, on m'a proposé de rejoindre un programme de volontariat, planter des arbres, nettoyer les plages, organiser des ateliers pour enfants. J'ai accepté sur le champ, sans même chercher à savoir combien de temps cela durerait. Les premiers jours, mes pensées revenaient sans cesse à lui, comme une vague persistante. Mais à force de gestes simples, creuser, planter, porter, ramasser, quelque chose a commencé à se déplacer en moi. La fatigue physique remplaçait peu à peu la fatigue mentale. Le soir, je tombais sur mon lit, vidé mais en paix, avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose qui ne dépendait pas de l'approbation ou du regard de qui que ce soit. Je commençais à retrouver une sorte de rythme. Les visages des autres volontaires devenaient familiers. Nos échanges étaient légers, sans attente. Personne ne me posait de questions personnelles et cela me convenait. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais exister sans devoir me justifier. Puis, un après-midi, alors que je rangeais des outils dans un cabanon près de la plage, je l'ai vu, Elias, debout à quelques mètres, les mains dans les poches, observant les enfants qui construisaient un château de sable. Son visage n'exprimait pas la légèreté que je lui connaissais. Au contraire, il semblait porter un poids invisible. Il s'est avancé, lentement, comme s'il craignait que je recule. Arrivé devant moi, il n'a pas forcé un sourire. « J'ai pensé à toi chaque jour, dit-il simplement. » Je ne répondis pas. Je sais comment je suis parti. Je sais ce que ça t'a fait, et je ne viens pas pour effacer ça. Mais je ne veux plus fuir. Nous avons marché le long de la plage, le vent soulevant parfois le sable autour de nous. Il n'y avait ni gestes hésitants, ni silence fin pour éviter le vrai. Seulement des mots, plus directs que jamais. Il m'a parlé de son père, qui n'avait jamais accepté sa manière d'aimer, et de la façon dont cette blessure l'avait poussé à se fermer dans toutes ses relations. Il m'a avoué qu'il s'était souvent convaincu qu'il valait mieux partir avant d'être rejeté. Je lui ai parlé de ma propre façon de me protéger, de ma tendance à garder tout pour moi jusqu'à exploser, et de ce vide qui me prenait chaque fois que je laissais quelqu'un entrer dans ma vie. Nous avons évoqué la peur commune, celle de ne pas être à la hauteur pour l'autre, celle de donner sans savoir si l'on serait reçu. En l'écoutant, je sentais que la colère que j'avais gardée contre lui se mêlait à une forme de lucidité. Nous n'avions pas été victimes d'un hasard cruel, mais de nos propres murs. Et ces murs, nous les avions bâtis bien avant de nous rencontrer. Le soleil déclinait lorsque nous nous sommes assis sur un rocher face aux vagues qui venaient de mourir à quelques mètres. Elias fixait l'horizon, comme s'il cherchait à y lire une réponse. « Est-ce qu'il reste quelque chose entre nous ?» demanda-t-il enfin.
Je pris le temps de respirer profondément. « Oui, mais je ne suis plus celui qui t'attendait. » Il détourna brièvement le regard, puis revint vers moi. « Alors laisse-moi rester, pas pour recommencer comme avant, pour apprendre à faire autrement. » Je ne savais pas si c'était de l'audace ou du courage, peut-être un mélange des deux, mais j'ai accepté. Pas avec l'illusion d'un pardon instantané ou d'un futur assuré, seulement avec la conscience que certaines histoires méritent d'être réécrites si les deux tiennent de la plume et acceptent de ne pas effacer les ratures. Ce n'était pas un retour triomphal, c'était un test silencieux pour voir si nous savions marcher côte à côte sans tomber. Elias resta, pas comme on reste par obligation ou par facilité, mais comme quelqu'un qui a choisi de ne pas repartir au premier obstacle. Il s'intégra peu à peu au groupe de volontaires, nettoyage des plages, ateliers pour enfants, préparation des repas collectifs. Il n'essayait pas de me séduire par des gestes spectaculaires, ni de combler les silences par des mots inutiles. Sa présence se faisait discrète mais constante, et je ne savais pas encore si je devais y voir une preuve de sincérité ou une manière de se racheter. Je continuais de garder mes distances, pas pour le punir, mais pour préserver l'équilibre fragile que j'avais reconstruit. Parfois, je surprenais son regard sur moi, plus attentif qu'avant, comme s'il cherchait à comprendre où étaient désormais les limites. Il ne posait pas de questions intrusives, mais quand je parlais, il écoutait jusqu'au bout. Un soir, après une longue journée à ramasser des déchets échoués par la marée, nous nous sommes retrouvés seuls sur la plage. Le vent s'était calmé et la mer reflétait les dernières lueurs du soleil. Elias s'assit sur un morceau de bois flotté, passa une main dans ses cheveux encore humides de sueur et dit « Avant, j'avais peur que l'amour m'enchaîne, que choisir quelqu'un signifie perdre ma liberté. Aujourd'hui, je crois que c'est moi qui décide si je la garde ou si je la partage. Et je veux te choisir sans peur. » Je restai un moment silencieux avant de demander « Et si ça casse ?» Il me regarda droit dans les yeux. Alors je resterai pour comprendre pourquoi. Je ne partirai plus en silence. Ces mots n'avaient rien de grandiloquent. C'était simple, presque brut. Pas une promesse éternelle, mais un engagement concret. Affronter les difficultés au lieu de fuir. Cela changeait tout, parce que nos échecs passés venaient précisément de cette fuite. Les jours suivants, nous avons continué à travailler ensemble. Nous avons eu des discussions franches, parfois tendues, sur nos peurs, nos habitudes, nos façons différentes d'exprimer ce que nous ressentions. Il y avait encore des moments où je doutais, où je sentais que mes réflexes de protection revenaient. Mais ils ne reculaient pas. Ils ne cherchaient pas à forcer ma confiance, seulement à la mériter. Un matin, lors d'un atelier avec les enfants, je l'ai vu accroupi dans le sable, montrant patiemment à un petit comment construire un muret pour protéger son château. Il riait, mais pas comme avant, c'était un rire franc, qui ne cherchait pas à masquer autre chose. Je me suis surpris à sourire sans le vouloir. Pourtant, l'idée que tout cela puisse s'effondrer ne me quittait pas. J'avais déjà vécu des débuts prometteurs qui finissaient par se dissoudre dans le silence. Mais cette fois, au lieu de m'enfermer dans cette peur, j'ai choisi de la lui dire. Une soirée, alors que nous rangions du matériel, je lui ai avoué « J'ai peur que tout recommence comme avant, que tu partes ou que je me referme. Alors on fera en sorte que ça n'arrive pas », répondit-il sans hésiter. On se le dira avant que ça explose. Plus de secrets, plus de départs à moitié assumés. Ce n'était pas une déclaration romantique. C'était un accord, un pacte lucide, presque pragmatique, mais qui portait en lui plus de respect que n'importe quel serment. Nous ne nous étions pas promis un avenir parfait. Nous avions juste décidé de rester présents l'un pour l'autre, même quand ce ne serait pas simple. À partir de là, quelque chose changea. Nos rires redevinrent naturels, nos silences plus légers. Nous savions que les tensions reviendraient, mais nous avions un plan pour les affronter. Et cela suffisait, pour le moment, à me donner envie de continuer à marcher à ses côtés. La fin approchait, et cette fois, je savais qu'un choix serait inévitable. Le projet de volontariat touchait à sa dernière semaine. L'ambiance dans le groupe avait changé. Certains se préparaient à rentrer chez eux, d'autres traçaient déjà leur prochaine destination sur des cartes froissées. Les adieux commençaient à se dessiner dans les gestes, dans les phrases prononcées à demi-mot. Elias et moi, nous n'en parlions pas. Mais chaque jour, la question grandissait en silence. Et après, un soir, alors que nous rentrions d'une longue marche le long des falaises, il s'arrêta soudain. « Je pensais aller au Portugal, dit-il, mais pas seul. On pourrait y aller ensemble ou se séparer un temps si c'est ce dont tu as besoin. Je veux que tu le décides pour toi, pas pour moi. » Ses yeux cherchaient les miens, mais je regardais l'océan, vaste et imprévisible, comme ce que nous étions. « J'ai envie de continuer, répondis-je enfin. Mais si un jour je sens que j'ai besoin de m'arrêter, je te le dirai. Alors allons-y, pas pour nous perdre, pour continuer à nous trouver. » Nous n'avons pas scellé cette décision par un baiser ou une étreinte. Nous avons simplement repris la marche, comme si le mouvement lui-même était déjà une réponse. Le lendemain, nous avons aidé à relâcher des tortues marines sur la plage. Elias, accroupi dans le sable, guidait les petites créatures vers la mer avec une attention presque solennelle.
Je l'ai observé, et un poids que je portais depuis des semaines s'est allégé. Merci d'être revenu, ai-je dit doucement en m'approchant. Il releva la tête et sourit. Merci de m'avoir laissé rester. Les jours qui suivirent furent simples. Repas partagés avec les autres volontaires, discussions au coucher du soleil, éclats de rire qui ne cherchaient pas à masquer les failles. Nous savions que nous n'étions pas réparés, que certaines blessures resteraient ouvertes longtemps. Mais nous avions trouvé un terrain où marcher ensemble sans se pousser ni se retenir. La veille de notre départ, nous sommes retournés sur la plage. La nuit était claire, le sable froid sous nos pas. Assis côte à côte, nous avons parlé sans chercher à conclure. Je te promets que si un jour je ne veux plus continuer, je te le dirai, murmurai-je. Et moi, si je sens que je me perds, je demanderai de l'aide. Mais je ne m'éloignerai pas par peur. Ce pacte, dit dans le noir, avait plus de force que tous les y pour toujours que j'avais pu entendre. Parce qu'il reconnaissait la fragilité, au lieu de la nier. Le dernier matin, nous avons pris le bus avec nos sacs sur les genoux. Le paysage défilait, et pour une fois, je ne ressentais pas ce mélange habituel d'excitation et d'appréhension. Nous n'avions pas besoin de savoir où tout cela mènerait. Nous avions juste choisi de continuer à marcher ensemble aujourd'hui. Et c'était suffisant. En posant la tête contre la vitre, j'ai pensé à tout ce que nous avions traversé. La rencontre sous la pluie, les silences, les fuites, les retrouvailles, les mots trop tardifs et ceux qui avaient tout changé. Je savais que rien n'était garanti. Mais je savais aussi que, pour la première fois, nous avancions du même pas. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour écrire la suite.